Antoine Dubois se réveilla ce samedi matin-là avec une étrange sensation lui serrant la poitrine. Ce n'était pas une anxiété ordinaire, c'était quelque chose de plus profond, une gêne qui s'obstinait à s'installer dans les recoins de sa conscience. Il regarda par la fenêtre de la chambre de l'hôtel particulier et vit le jardin envahi par des arrangements floraux blancs et dorés, chaque pétale positionné avec une précision chirurgicale. C'était le jour de son mariage. La presse était déjà devant les grilles. Des photographes, des journalistes, des curieux. Tous voulaient immortaliser l'union de l'année. Antoine Dubois, l'entrepreneur le plus prospère du marché immobilier, épousant Clara Beaumont, la mondaine dont le visage ornait les couvertures de magazines et dont le sourire semblait avoir été conçu pour les caméras. Trop parfait. C'était peut-être ce qui le dérangeait. Antoine passa la main sur son visage et tenta d'éloigner l'inconfort. « C'est normal », se murmura-t-il. « Tout homme est nerveux avant de se marier. » Mais le poids sur sa poitrine ne diminuait pas. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Madame Odette était déjà debout depuis des heures. À 62 ans, son corps portait encore la discipline de décennies passées à se lever avant le soleil. Elle but son café noir et mangea du pain beurré, embrassa la photo de son mari défunt sur l'étagère du salon et sortit vers l'arrêt de bus. Travailler le samedi n'était pas inhabituel. La tour de bureau de Patrimoine Capital devait être impeccable pour lundi, et l'équipe d'agents d'entretien s'assurait que chaque surface brillait. Odette entra dans la tour de bureau par l'accès de service, salua le gardien avec un sourire fatigué et monta jusqu'au 12e étage. Le silence des couloirs vides lui avait toujours apporté la paix. Elle aimait travailler ainsi, sans le brouhaha des cadres pressés, sans ces regards qui la traversaient, comme si elle faisait partie du mobilier. Elle commença par l'étage administratif. Elle passa le chiffon sur les bureaux, rangea les chaises, vida les poubelles. Lorsqu'elle arriva au bureau du comptable Mathieu Leclerc, elle trouva la porte entr'ouverte et une tasse de café renversée sur la table. Le liquide sombre s'écoulait sur le clavier de l'ordinateur. « Mon Dieu !» murmura Odette, courant chercher des chiffons. Il fallait agir vite avant que le café n'endommage l'équipement. En se penchant pour nettoyer, elle heurta involontairement la souris. L'écran du moniteur s'éclaira. Et c'est alors qu'Odette vit des messages, des dizaines, une conversation entre Mathieu et Clara. Son cœur se mit à battre plus vite, tandis que ses yeux parcouraient les mots sur l'écran lumineux. Virement confirmé vers le compte aux îles Caïmans. Premier lot. 2 millions, avait écrit Mathieu. Parfait. Après le mariage, nous commencerons la phase 2. Il ne s'en rendra même pas compte avant qu'il ne soit trop tard, avait répondu Clara, suivie d'un emoji souriant. Odette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle continua à lire, les mains tremblantes en tenant le chiffon imbibé de café. « Combien de temps avant que nous puissions faire disparaître le tout ?» avait demandé Clara. « 6 mois tout au plus. Je diluerai les virements pour ne pas éveiller les soupçons. Quand il découvrira, nous serons hors du pays et l'argent sera à l'abri. Légalement, il ne pourra rien faire, » avait expliqué Mathieu Leclerc avec une froideur technique. « Tu es brillant, mon amour. Antoine est si prévisible. Il croit que tout le monde est honnête comme lui, » avait écrit Clara Beaumont. Pathétique. Odette dut s'appuyer sur la table. Elle ressentait des nausées. Ces gens-là prévoyaient de détruire l'homme qu'il avait toujours traité avec respect, qui connaissait le nom de son petit-fils, qui s'informait de sa santé. Et ils le feraient aujourd'hui, le jour même de son mariage. Elle saisit son téléphone de main tremblante et photographia l'écran. Elle prit plusieurs clichés, s'assurant que chaque message, chaque somme, chaque détail du plan fut enregistré. Puis elle nettoya le café, éteignit l'écran et quitta cette pièce comme si elle portait une bombe. Elle s'assit dans le couloir vide, adossée au mur froid, essayant de maîtriser sa respiration. Que faire? À qui en parler? Qui la croirait, elle, une simple agente d'entretien, accusant la fiancée de son patron d'une escroquerie millionnaire? Elle pensa appeler Antoine, mais elle n'avait pas son numéro personnel. Elle pensa se rendre au manoir, mais elle savait qu'on ne la laisserait jamais entrer, pas aujourd'hui, pas avec la cérémonie ayant lieu dans quelques heures. Les agents de sécurité la bloqueraient, avant même qu'elle ne s'approche. Odette ferma les yeux et entendit la voix de sa mère résonner dans sa mémoire. « Ma fille, quand tu sais que quelque chose ne va pas, rester silencieuse, c'est être complice. » Elle devait agir. L'église Sainte-Cécile était méconnaissable.
Des fleurs blanches couvraient chaque surface, des bougies dans des chandeliers d'argent créaient une lumière dorée et douce, et le tapis rouge menant à l'autel semblait s'étendre sur des kilomètres. 300 invités occupèrent les bancs, tous vêtus d'une élégance calculée, tous murmurant affaires, politique et ragots de la haute société. Antoine était à l'autel, le costume italien impeccable, les mains jointes devant le corps. Il tentait de paraître serein, mais l'inconfort ressenti le matin ne l'avait pas quitté. Il regarda le prêtre, les témoins, la foule de visages connus et inconnus. Où était ce sentiment de bonheur que tous disaient qu'il aurait dû ressentir? La marche nuptiale commença. Les portes s'ouvrirent. Clara Beaumont apparut comme une apparition, sa robe de créateur en dentelle de Calais flottant autour d'elle, le voile de soie masquant partiellement son visage parfait. Tous se levèrent, les appareils photos crépitèrent. Elle avança dans l'allée avec son père à ses côtés, souriant avec une confiance absolue. Antoine la regarda et tenta de ressentir de l'amour. Il tenta de ressentir de la certitude, mais tout ce qu'il trouvait était le vide. Du fond de l'église, cachée derrière une colonne, Odette observait avec le cœur battant. Elle avait réussi à entrer en se mêlant aux employés de la société événementielle. Personne ne l'avait remarqué. Après tout, qui prêtait attention aux femmes en uniforme de nettoyage? Maintenant, elle était là, serrant son téléphone portable dans son sac, priant pour avoir le courage. Clara arriva à l'hôtel. Son père la remit à Antoine avec un clin d'œil complice. La cérémonie commença. Le prêtre parla d'amour, d'engagement et de fidélité d'une voix solennelle. Odette sentit une amère ironie lui brûler la gorge. « Si quelqu'un ici présent connaît un empêchement à ce que cette union soit célébrée, dit le prêtre, suivant l'ancien protocole, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Le silence tomba. Tous s'attendaient à ce que ce ne soit qu'une formalité. Personne ne parlait jamais à ce moment-là. Ce n'était que du théâtre. Odette se leva. Le grincement du banc en bois résonna dans toute l'église. 300 têtes se tournèrent dans sa direction. Le prêtre cligna des yeux, perplexe. Antoine fronça les sourcils. Clara se retourna lentement, et pour la première fois cet après-midi, son sourire vacilla. « Je dois parler, » dit Odette, et sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Elle s'éclaircit la gorge et répéta plus fort, « Je dois parler. »« Qui êtes-vous » demanda Clara, la voix basse mais coupante comme du verre. « Comment êtes-vous entrée ici ?»« Mon nom est Odette. Je travaille pour Monsieur Antoine depuis 23 ans. Je fais le nettoyage. » Des murmures parcoururent l'église. Certains invités ricanèrent à voix basse. Une agente d'entretien interrompant un mariage d'élite, cela ferait parler pendant des mois. « Sécurité !» appela le père de Clara, se levant furieux. « Faites sortir cette femme immédiatement. » Mais Odette marchait déjà dans l'allée centrale, les jambes tremblantes, le téléphone serré contre sa poitrine. 2 agents de sécurité s'avancèrent vers elle, mais Antoine leva la main. « Attendez !» dit-il, la voix ferme malgré la confusion sur son visage. « Madame Odette, que voulez-vous dire ?» Odette s'arrêta à quelques mètres de l'autel. Elle tremblait visiblement maintenant, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, et quelque chose dans ce regard honnête lui donna de la force. « Monsieur Antoine, je ne voulais pas faire ça. J'ai essayé de vous prévenir avant, mais je n'ai pas pu, et je ne peux pas vous laisser vous marier sans connaître la vérité. » Elle tendit le téléphone. « S'il vous plaît, regardez ceci. » Antoine descendit les marches de l'autel. Il prit l'appareil. Il commença à faire défiler les photos qu'Odette avait prises. Le silence dans l'église devint absolu. On n'entendait que la respiration collective de 300 personnes retenant leur souffle, attendant. L'expression d'Antoine changea à chaque image. La confusion fit place à l'incrédulité. L'incrédulité fit place à l'horreur. Ses mains commencèrent à trembler. Le téléphone faillit lui échapper. « Antoine » appela Clara, la voix aiguë pour la première fois. « Mon amour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette femme montre ?» Il ne répondit pas. Il continua à lire. Il lisait les messages de Clara coordonnant des transferts d'argent faramineux. Il lisait Mathieu décrivant le calendrier de l'escroquerie. Il lisait Clara le traitant de prévisible et de pathétique. Quand il releva enfin les yeux, des larmes coulèrent sur son visage. « Tu m'as traité de pathétique, » dit-il, la voix rauque. « Tu as dit que j'étais prévisible parce que je crois en l'honnêteté. » Clara pâlit. Elle tenta de s'avancer, mais Antoine recula. « Non, dit-il, ne t'approche pas de moi. »« Antoine, je peux expliquer. »
Clara tenta de saisir le téléphone de sa main, mais il écarta son bras. C'est un mensonge. Cette femme invente des choses. Elle a sûrement altéré les messages. Allez-vous croire une agente d'entretien plutôt que moi? Je crois aux preuves, répondit Antoine, la voix brisée, et je crois aux personnes qui ne m'ont jamais donné de raison d'en douter. Il regarda Odette avec une gratitude dévastée. Merci, Madame Odette. Vous venez de me sauver la vie. Non, cria Clara, son sang-froid s'effondrant enfin. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des invités. La presse est dehors. Pensez au scandale. Le scandale, dit Antoine d'une voix glaciale. Ce serait que j'épouse une escroc. Il se tourna vers le prêtre. La cérémonie est annulée. Puis, à la foule choquée, je m'excuse auprès de tous, mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Son regard balaya l'église et s'arrêta sur Mathieu, qui était au 3e rang, blanc comme un linge. Mathieu, n'essayez même pas de partir. J'ai déjà appelé mon avocat. La police est en route. Le chaos explosa. Les invités se levèrent. Les caméras des téléphones portables s'élevèrent. Clara criait, alternant supplications et menaces. Philippe Beaumont vociférait sur les poursuites et la diffamation. Mais Antoine n'avait d'yeux que pour Odette, qui restait là, petite et tremblante, mais debout. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, dit-il doucement. Vous auriez pu vous taire. Ce serait plus sûr. » Odette secoua la tête. « Non, monsieur, je ne pouvais pas. Ma mère m'a appris que se taire quand on connaît la vérité, c'est comme mentir. » Antoine sourit pour la première fois de cette terrible journée. « Votre mère était une femme sage. » L'histoire éclata sur tous les portails d'information avant même le coucher du soleil. Mariage de l'année annulé après la dénonciation d'une escroquerie millionnaire. L'agente d'entretien héroïne empêche une fraude contre l'homme d'affaires. La socialite Clara Beaumont accusée d'avoir planifié un vol contre son fiancé. Les réseaux sociaux explosèrent. La photo d'Odette sortant de l'église, petite et sérieuse entre d'immenses gardes du corps, devint virale. Des millions de personnes partageaient l'image avec des légendes sur le courage et l'intégrité. Le lundi matin, Odette arriva à l'entreprise, s'attendant à être licenciée. Elle avait provoqué un scandale public, exposé son employeur à l'humiliation, détruit son mariage. Certainement, il ne voulait plus la voir là. Elle prépara une lettre de démission manuscrite, d'une écriture tremblante. Elle monta jusqu'au 12e étage et frappa à la porte du bureau d'Antoine. « Entrez, Madame Odette, » dit-il, la voix lasse. Elle entra. Antoine était derrière son bureau, des cernes profonds marquant son visage, mais ses yeux étaient clairs et attentifs. « Monsieur Antoine, je viens vous présenter ma démission, » commença Odette, tendant le papier. « Je sais que j'ai causé beaucoup de problèmes. La presse ne vous laisse pas tranquille. Les actions de l'entreprise ont chuté, Antoine prit la lettre et, sans la lire, la déchira en petits morceaux. « Vous n'allez nulle part, madame, » dit-il avec fermeté. « Les actions sont déjà en train de se redresser. Savez-vous pourquoi? Parce que le public a compris que cette entreprise a des personnes intègres, des personnes comme vous. Mais monsieur, Madame Odette, j'ai passé le week-end à réfléchir, à penser à la façon dont j'avais failli commettre la plus grande erreur de ma vie, à la façon dont j'avais bâti une entreprise gigantesque sans me rendre compte que des gens tramaient ma perte sous mon nez. » Il se leva. « J'ai compris que je devais changer beaucoup de choses ici, et j'ai besoin de votre aide. » Odette cligna des yeux, confuse. « Mon aide? Mais je ne suis qu'une agente d'entretien, monsieur. Vous êtes la personne la plus honnête que je connaisse, » la corrigea Antoine, « et j'aurai besoin d'honnêteté pour reconstruire la culture de cette entreprise. Madame Odette, je voudrais vous offrir le poste de directrice de la culture organisationnelle. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par la respiration haletante d'Odette. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Monsieur, vous ne pouvez pas. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas. Vous avez quelque chose de plus important qu'un diplôme. Vous avez du caractère. Vous avez du courage. Et vous avez la confiance de quelqu'un qui a failli tout perdre parce qu'il n'a pas su à qui faire confiance. » Antoine sourit. « Allez-vous accepter ?» Odette s'assit lourdement sur la chaise, ses jambes ne la soutenant plus. Elle pensa à son petit-fils Lucas, étudiant en ingénierie qui travaillait la nuit pour payer ses études. Elle pensa à sa mère, qui avait nettoyé des maisons toute sa vie en rêvant d'un avenir meilleur pour sa fille. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été invisible, ignorée, traitée comme un meuble. « J'accepte, dit-elle, la voix nouée. Mais
Seulement si vous me promettez une chose, dites, que je puisse le faire à ma manière, avec vérité, sans accepter que les gens soient traités comme moins importants, simplement parce qu'ils font des travaux humbles. » Antoine tendit la main. « Je promets. » Ils se serrèrent la main, et quelque chose changea à cet instant. Ce n'était plus un patron et son employé. C'était une alliance. Tandis qu'Odette commençait sa transformation silencieuse de la culture de l'entreprise, visitant chaque département, s'entretenant avec chaque employé, créant des canaux de dénonciation et des programmes d'éthique, Clara luttait pour sauver sa réputation en ruine. Elle tenta un accord à l'amiable. Elle tenta de blâmer Odette pour violation de la vie privée. Elle tenta de prétendre que les messages étaient une blague. Rien ne fonctionna. L'opinion publique était contre elle, et Mathieu, se sentant abandonné, décida qu'il ne coulerait pas seul. Il contacta le parquet et confessa tout. Non seulement le complot contre Antoine, mais il révéla que le stratagème était financé par le père de Clara, Philippe Beaumont, un politique influent qui détournait des fonds publics et utilisait sa fille comme prête-nom. L'enquête qui s'ensuivit fut dévastatrice. Comptes bancaires gelés, arrestations. L'empire de la famille Beaumont s'effondra en quelques semaines. Antoine suivit tout cela avec un mélange de douleur et de soulagement. Douleur pour ce qui avait failli arriver, soulagement d'y avoir échappé. Mais sa véritable transformation s'opérait intérieurement. 3 mois après la non-cérémonie, il réunit le conseil pour une proposition. « Que je veux créer la fondation L'Élan Juste », annonça-t-il, axée sur l'éducation éthique, le soutien aux jeunes défavorisés et les projets à impact social. Et je veux que Madame Odette en soit la présidente. Il y eut de la résistance, bien sûr. Des conseillers en costume coûteux firent valoir qu'elle n'avait aucune expérience. Antoine les fixa avec une fermeté qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Elle a la seule expérience qui compte. Elle sait ce qui est juste. Vote. Qui est pour ?» La majorité leva la main. Certains par conviction, d'autres parce qu'ils ne voulaient pas contredire Antoine, mais le résultat fut le même. Odette, pour la 2e fois en quelques mois, dut s'asseoir pour ne pas tomber. La fondation se développa rapidement. L'histoire d'Odette attirait l'attention, et avec l'attention vinrent les ressources. Les universités l'invitaient à donner des conférences. Les entreprises voulaient apprendre de son modèle éthique. Son discours simple et sincère touchait des auditoires que les allocutions d'entreprise n'atteignaient jamais. Un soir, 1 an après le mariage qui n'eut pas lieu, Antoine et Odette se trouvaient dans le bureau de la fondation, révisant des rapports. Lucas, son petit-fils, était passé plus tôt pour laisser des fleurs, fier de sa grand-mère désormais reconnue nationalement. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Antoine, regardant par la fenêtre la ville illuminée. « J'ai passé ma vie à construire un empire, à accumuler des richesses, à chercher le statut, et j'ai failli tout perdre. J'aurais tout perdu sans le courage de quelqu'un que la société apprend à rendre invisible. » Odette sourit. « On n'est jamais invisible, monsieur Antoine. Les gens choisissent juste de ne pas voir. »« Mais vous les avez fait voir. Vous m'avez fait voir. » Il se tourna vers elle. « Vous avez changé ma vie, madame Odette, et la vie de centaines de jeunes que la Fondation a déjà soutenus. »« Ce n'était pas moi, » répondit Odette avec l'humilité qui la définissait. « C'était la vérité. J'ai juste eu le courage de ne pas la laisser mourir. » Antoine secoua la tête. « Non, c'était vous. Vous auriez pu vous taire. Ce serait plus sûr, plus facile. Personne n'aurait su. Mais vous avez choisi de faire ce qui est juste, même en sachant que vous pouviez tout perdre. » Odette pensa à ce moment dans l'église, quand elle s'était levée, les jambes tremblantes, sous le regard de 300 pères Dieu jugeurs. Elle pensa à la peur qu'elle avait ressentie. Et elle pensa à la voix de sa mère. Se taire quand on sait la vérité, c'est comme mentir. « Je n'avais pas le choix, » dit-elle simplement. Soit j'étais celle que ma mère m'avait appris à être, soit je n'étais personne. Dehors, au-delà des fenêtres de la Fondation, la ville continuait son rythme frénétique. Des gens couraient après le succès, le pouvoir, la richesse. Certains avec honnêteté, d'autres sans. Mais dans ce bureau, 2 êtres humains improbables avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel compte bancaire. La certitude d'avoir fait le bon choix. Clara passerait des années en prison. Mathieu avait tout perdu en essayant de sauver sa peau. Son père, le puissant homme politique, faisait face à un jugement public et privé, mais Odette se réveillait chaque matin,
sachant que des centaines de jeunes auraient des chances qu'elle n'avait jamais eues. Et Antoine dirigeait son entreprise avec des principes qu'il avait failli perdre en échange d'un joli sourire et de promesses vides. L'histoire qui avait commencé par des fleurs blanches, un voile de soie et des mensonges dorés, se terminait par quelque chose de bien plus simple et infiniment plus puissant. Deux personnes qui avaient prouvé que l'intégrité n'est pas un luxe pour ceux qui en ont les moyens, mais un choix pour ceux qui le veulent. Et à la fin, quand Odette rentrait chez elle en bus comme elle l'avait toujours fait, regardant la ville à travers la vitre embuée, elle souriait, parce qu'elle avait compris quelque chose de fondamental. Sa voix n'avait jamais été petite. Le monde n'écoutait tout simplement pas. Jusqu'au jour où elle décida qu'ils devaient entendre, et ils entendirent.